en disant par exemple les étudiants, point E, point S, pour inclure du coup, le féminin dans l'écriture. Ça va être également le fait comment dire, de rapprocher, de féminiser certains mots, particulièrement les noms de métiers. Donc c'est comme ça qu'on a vu apparaître le mot auteur avec un E à la fin, ou beaucoup de métiers comme ça qui ont été féminisés. Et aujourd'hui, je vais te demander, Brian, est-ce que tu penses réellement qu'une simple orthographe, une simple règle grammaticale peut réellement faire avancer l'égalité homme-femme dans la société actuelle? Eh bien, je t'ai laissé introduire. Je pense que je vais me permettre de faire de même, histoire de situer un peu plus le contexte. Alors déjà, mesdames, messieurs, chers jurés, cher public, bien le bonjour. Je vais démarrer avec une citation de Freud, qui s'est un jour posé la question. Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à cette question. Que veulent-elles? Personnellement, je n'ai pas étudié pendant plus de 30 ans la psychologie féminine. Je n'ai même pas vécu 30 ans. Mais si j'ai compris une chose, c'est que les femmes d'aujourd'hui recherchent une égalité femmes-hommes complète. C'est donc pourquoi j'affirme avec conviction que l'écriture inclusive est une étape nécessaire pour arriver à cette égalité. Il est désolant de constater que la société est toujours en train de retard sur le sujet de la réduction des inégalités. Car oui, n'ayons pas peur des mots, la langue française est sexiste. Vous voyez, l'expression que j'ai employée il y a peu, égalité femmes-hommes, a sûrement dû titiller votre oreille. Ça sonne faux, me diriez-vous. Il est de coutume de plutôt s'exprimer de la sorte, égalité homme-femme. Le rendu auditif est tout de suite meilleur, n'est-ce pas? Et pourtant, le bon sens nous commanderait une énumération dans l'ordre alphabétique. Et ce n'est pourtant pas le cas. La coutume a pris le pas sur le bon sens, vestige d'une société qui serait vraisemblablement restée figée dans le temps. Maintenant, qui suis-je pour me prononcer sur un tel sujet? Je pense que vous l'avez remarqué, je suis un homme. Donc, il n'est pas de coutume qu'un homme défende la cause féminine. Mais pourtant, je pense que c'est un combat qui mérite d'être combattu. Je suis convaincu que cette joute verbale qui a désormais démarré va nous permettre, et surtout moi, de vous sensibiliser sur la question de l'égalité femmes-hommes. Ne vous en faites pas, vos oreilles vont s'habituer à l'expression. Alors, comme tu l'as dit, l'écriture inclusive, c'est surtout une affaire de point milieu et de féminisation de métiers en inventant de nouveaux mots. Pourtant, ce n'est pas tout à fait juste, parce que les mots comme auteur avec un E ou écrivaine existaient déjà et ont été retirés de la langue française à la Renaissance. Mais l'écriture inclusive, c'est bien plus que ça. Là, tu as énuméré deux principes. Il en existe deux grands principes supplémentaires fondamentaux. Alors, l'écriture inclusive, c'est également le recours au terme humain plutôt que homme et femme, quand il s'agit d'inclure toute la société dans des mots. Par exemple, on préférera dire droit de l'humain plutôt que droit de l'homme. Et également, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, il serait plus naturel de procéder à des énumérations par ordre alphabétique. Égalité femmes-hommes, comme je n'ai cessé de le répéter. Alors, afin d'assurer la compréhension du débat, je pense qu'il est nécessaire de poser cette question. Comment une écriture favorisant l'utilisation de termes plus neutres ou incluant le genre féminin et masculin dans une conversation ne permettent pas de faire avancer la cause de l'égalité femmes-hommes? Je te le demande. Alors, dans un premier temps, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que la langue française était sexiste. Moi, je ne pense pas qu'une langue puisse être sexiste, c'est la société qui l'est actuellement.
Et pour ça, j'aimerais prendre l'exemple d'autres langages dans d'autres sociétés. À tout hasard, l'anglais, qui est quand même la langue la plus parlée dans le monde. L'anglais est une langue non genrée, puisque, à part pour dire il, elle, il n'y a ni féminin ni masculin. Et pourtant, on peut remarquer que les Américains ont quand même élu Donald Trump à la tête du pays. Donc, on va dire que quand même le personnage est assez sexiste, il est connu pour ça, il est connu pour certaines dérives à ce niveau-là. Si le langage était réellement la cause du sexisme, est-ce que une société qui utilise un langage non genré pourrait, dans ces cas-là, être sexiste? Très bien. Je ne pense pas que dans un pays à langue neutre, le sexisme sera inexistant, comme tu le soulignes. Je ne pense pas non plus qu'une société à langue non neutre ne peut pas être plus égalitaire. Je dis simplement qu'une langue non neutre influence sur le sexisme. Une étude a d'ailleurs démontré que si on pose la question « citez 10 noms d'acteurs de cinéma » à un échantillon de personnes, et si on pose à un autre échantillon de personnes la question « citez 10 noms d'acteurs ou actrices de cinéma », eh bien, dans le second échantillon, on aura 20% de noms féminins qui apparaîtront en plus. C'est bien la preuve qu'il existe une corrélation entre le langage et la pensée, et que des noms exclusivement masculins écartent le féminin de la pensée. La langue, comme tu l'as si bien dit, reflète la société et sa façon de penser le monde. Ainsi, une langue qui rend les femmes presque invisibles est la marque d'une société où elles jouent un rôle, excusez-moi de la qualification, second. C'est bien parce que le langage est politique et que la langue française a été infléchie délibérément vers le masculin depuis la Renaissance que durant plusieurs siècles, des groupes se sont opposés à l'égalité des sexes. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, seulement le problème de l'écriture inclusive que je vois actuellement, c'est que c'est quelque chose qui essaye de nous être imposé par beaucoup de groupes féministes extrémistes, notamment, alors que la langue française évolue naturellement. Tu l'as dit toi-même depuis la Renaissance, il y a eu énormément de changements, puisque c'était une écriture qui avait déjà lieu à cette époque-là, sur certaines règles que tu as énoncées. Et si on ne laisse pas ce changement se faire naturellement, est-ce qu'on peut réellement se dire que ça peut influencer qui que ce soit dans sa façon de penser? Alors que l'écriture inclusive peut se faire tout à fait naturellement, dans le sens où si c'est la société qui change avant que le langage change, et on peut le voir, c'est déjà à l'heure actuelle, il n'y a pas de femmes docteurs parce qu'on a inventé le mot doctoresse. On a inventé le mot doctoresse parce qu'il y a des femmes docteurs. On n'a pas inventé des femmes ne sont pas devenues auteurs parce qu'on a décidé un jour qu'on mettrait un E à auteur. On a décidé de mettre un E à auteur parce qu'il y avait des femmes auteurs. C'est d'abord la société qui change, c'est d'abord la société qui fait qu'on a besoin de nouvelles règles, de nouveaux mots pour décrire tout ce qui nous entoure. Et c'est pas l'écriture qui va changer les mœurs, c'est les mœurs qui vont changer l'écriture. Alors, si aujourd'hui on se pose la question de l'écriture inclusive, et si aujourd'hui l'ampleur médiatique qu'a pris cette écriture est telle, c'est bien pour une raison. C'est que des usages résonnent. Il y a là une volonté de changement qui se fera à son rythme, comme tu l'as dit. Voilà, dans ton association, excusez-moi, vous utilisez vous-même l'écriture inclusive dans vos posts. Il y a donc une initiative populaire de ceux qui souhaitent faire résonner cette nouvelle écriture. Ces usages, comme je l'ai dit, on en parle aujourd'hui, donc ils ont rencontré un formidable écho, et on les voit se développer à tous les niveaux. Et puis, il n'y a pas d'imposition verticale qui se fasse.
c'est réellement, comme je l'ai dit, une initiative populaire. Et tiens, en parlant d'imposition verticale, la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin n'est pas intemporelle. Elle est, au contraire, assez récente, puisque je l'ai souligné plusieurs fois, elle date de la Renaissance, du XVIIe siècle, plus particulièrement. Et c'est pour des raisons qui sont loin d'être linguistiques ou pratiques. Il fallait asseoir, si je peux me permettre, la supériorité masculine dans la langue. Et comme l'indiquait Claude Fabre de Vaugelas, membre de l'Académie française à l'époque, le masculin doit l'emporter sur le féminin. Et c'est ainsi que disparut la règle de proximité, qu'utilisait par exemple l'auteur Racine, avec une citation, « C'est 3 jours et c'est 3 nuits entières. Voici la règle de la proximité. » Aujourd'hui, on dirait plutôt « C'est 3 jours et c'est 3 nuits entières. » Ainsi a disparu l'utilisation de féminin de nombreux métiers et de nombreuses fonctions, comme tu l'as souligné, auteur, doctoresse, administresse. Vous voyez, même quand j'ai tapé mon texte, Microsoft Word m'a souligné ces mots en rouge, alors qu'ils ont toujours existé. Au XVIIIe siècle, la supériorité masculine va tout simplement de soi. Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte, affirmait l'abbé Bourse. Ou encore, le genre masculin est réputé plus noble que le genre féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle, nous dit le grammairien Bosé. La grammaire porte ainsi une empreinte de la domination masculine. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Les langues évoluent en fonction des usages spontanés, comme tu l'as souligné, au fil de l'histoire ou au gré de décisions politiques qui résultent de rapports de force. Et c'est exactement ce qui s'était passé à la Renaissance, des rapports de force. On a imposé cette dictature de la pensée.